Ben, merci pour cette invitation parce que je vois aussi depuis la dernière fois que l'espace WineTech grandit. Donc bravo pour cette initiative. Je m'appelle Audrey Bourrelot. J'ai effectivement pas mal travaillé pour ce secteur et j'ai eu d'autres fonctions plus politiques. Et depuis 2 ans, j'ai un projet que j'ai fondé qui s'appelle Hectare et qui est une association dont la mission est d'accélérer la transition sociale. Je vais beaucoup revenir sur le social, même si on va aussi parler d'environnement. Mais la transition sociale et économique de l'agriculture régénérative. Et la keynote d'aujourd'hui est autour de la viticulture régénérative. Donc j'essaierai aussi de centrer mon propos sur ce thème-là. J'ai 15 minutes, donc je me permets juste de bien regarder le timing pour le respecter. Hectare, c'est une association que j'ai fondée partant d'un double constat. Celui, et il touche aussi la viticulture, d'un renouvellement sans précédent des générations agricoles et de la capacité à transmettre nos exploitations. Et le défi des sols. On a beaucoup de chance en France, quand je regarde notre pays. La moitié de notre territoire, ce sont des sols agricoles qui vont faire partie de la solution pour lutter contre le changement climatique. Mais en revanche, 25% de nos sols souffrent d'érosion. Il va falloir en prendre soin. Et je crois que nous sommes tous des entrepreneurs du vivant et qui prendre soin de son capital, c'est hyper important quand on veut avoir des modèles économiques robustes. Hectare fait 3 choses. Et après, je vais vraiment centrer mon propos sur la viticulture régénératrice. On accélère les transitions en essayant de recomposer toute la chaîne de valeur, donc de la terre jusqu'à l'assiette ou de la vigne jusqu'à la bouteille, en reprenant du vrai temps de travail, parce qu'on hérite tous d'un modèle très familial dans les transmissions, avec plutôt un mode de vie qu'un modèle qui compte toutes les heures de ceux qui y travaillent. Et on essaye de le faire en comptant les coûts de transition qui sont ceux de l'agriculture régénérative. Et je dirais ce que c'est tout à l'heure pour le propos de la viticulture. Et on recompose ces chaînes économiques. Donc, on a une activité de modélisation. Je suis aussi à la tête d'une ferme de plus de 300 hectares. Donc, on teste certains de ces modèles sur notre ferme pilote. Et on le fait avec tout l'écosystème des startups. C'est-à-dire que la tech ou le digital ne se font pas forcément à la place des hommes, mais peuvent être des facilitateurs. J'y reviendrai tout à l'heure. On sait compter le carbone. On est en train d'accélérer des sociétés qui savent mesurer la biodiversité sur nos exploitations. On peut avoir de la robotique. Donc les transitions peuvent se faire aussi en intégrant de la tech et aussi de la tech au service de la charge mentale. On en parle très peu, mais l'entrepreneur, qu'il soit viticulteur ou agriculteur, gère beaucoup de données, beaucoup de savoir-faire. Et le numérique est aussi un formidable moyen de s'alléger un peu de cette charge mentale. Donc on modélise, on teste et on innove. Et après, on a un lieu de transmission, on a des programmes de formation, on accueille des entreprises pour les sensibiliser à ces grandes mutations. Et nos chiffres, c'est qu'en 2 ans d'activité, on a accueilli plus de 10 000 personnes et également 2 000 jeunes pour les sensibiliser à tous ces enjeux. Donc voilà ce que fait Hectare. Et j'ai une équipe de 25 personnes aujourd'hui à mes côtés pour mener ce projet. La keynote était sur la viticulture régénérative. Effectivement, on a eu la chance d'adresser un petit peu ce sujet dans un moment pas simple dans tous les bassins de production. La viticulture régénérative, c'est prendre soin de son capital en essayant de mettre en place des pratiques de couverture des sols. Il n'y a pas, comme dans d'autres labels, une définition très stricte de ce qu'est la viticulture régénératrice. C'est un objectif de moyen qui, comme on prend soin de sa peau, on prend soin de sa terre et on va mettre de l'enherbement, des couverts végétaux, un certain nombre de pratiques qui peuvent même aller jusqu'à l'agroforesterie et dont on sait scientifiquement qu'elles apportent une meilleure portance des sols, une meilleure capacité par les systèmes racinaires notamment d'éviter du ruissellement et de lutter contre l'érosion et qu'elles captent du carbone. Donc on pourrait se dire pourquoi ce mouvement assez récent n'a pas pris une plus grande ampleur, pour quelles raisons ? Il y a 2 grandes raisons majeures et les verrous qu'on doit essayer de lever pour que ces pratiques passent à l'échelle. La première chose, c'est que, je le rappelle souvent, je ne sais pas le niveau d'expertise de la salle, mais quand on est vigneron ou agriculteur et qu'on nous parle de 2050, le nombre d'essais qu'on a avec le vivant, on est en 2024, de 26 essais. Chaque année, on joue tout dans un contexte du vivant qui évolue et des conditions météo qui ne sont pas les mêmes. Donc, une pratique agronomique valable l'année 1 ne l'est pas forcément l'année 2. Donc, il y a une prise de risque de l'entrepreneur qui, aujourd'hui, n'est pas forcément sécurisée pour aller vers ces nouvelles pratiques. On le voit dans toutes les filières, y compris dans la viticulture. Il y a une capacité de gérer une compétition entre une couverture des sols et la capacité de la vigne sur du rendement ou de la vigueur, avec là encore des analyses économiques qui montrent des impacts rendement plus ou moins importants. Et on a des écarts types très grands. Dans ce qu'on a lu, nous, à Hectare, de la documentation sur l'impact rendement peut aller de 5 jusqu'à 15-20% selon les bassins de production. Si j'enlève notre casquette et que vous êtes un entrepreneur à qui on dit de prendre autant de risques,
vous allez le faire si on vous paye pour le faire, de manière très basique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un label consommateur qui a augmenté le prix de la viticulture régénératrice, mais on peut avoir des leviers de rémunération. Je vais essayer d'être assez simple, sans rentrer dans le coût vraiment des pratiques, parce que si je commence à rentrer avec vous, combien ça coûte de mettre un couvert, combien ça coûte de gérer l'enherbement, est-ce que je fais du désherbage mécanique, comment je traite tout ça, chaque entrepreneur va avoir des pratiques et des coûts très différents. Alors pour calculer ça, on pourrait avoir un raisonnement inverse. Si on prend les études de l'INRA, qui est notre institut de recherche, il est estimé qu'en moyenne, un sol de vigne en France peut capter l'équivalent de 0,7 tonnes de carbone par hectare. Aujourd'hui, on a des méthodes que l'État impose, qui sont le label bas carbone, il y en aura un bientôt en viticulture. On peut revendre notre carbone parce que ces pratiques-là ont permis d'en stocker. Malheureusement, aujourd'hui, le carbone n'est pas payé au prix suffisant pour couvrir les pratiques. Une tonne de carbone en France se vend en moyenne entre 30 et 50 euros. Vous pouvez même aller la racheter, c'est un marché volontaire, à l'autre bout du monde, 8 euros. Si je me mets dans la moyenne française de 30 à 50 euros, il y a souvent un intermédiaire, il y a des startups qui sont mis aussi là-dessus, qui prennent en plus 15 à 20% de ce prix-là. Ce qui reste à l'agriculteur, ça va être finalement 25-40 euros pour faire de la viticulture régénératrice. Ça ne couvre pas le coût d'acheter des semences, de mettre en place un couvert végétal, de travailler dans ses vignes. Donc on voit que cette économie du carbone, beaucoup parlent dans le monde anglo-saxon du carbon farming, est un moyen, mais pas un moyen suffisant, à moins qu'on arrive collectivement à inciter les entreprises de nos territoires, inciter les collectivités à rémunérer aux viticulteurs le carbone au juste prix. Un carbone made in France avec un coût du travail made in France et des pratiques made in France, il ne sera pas à ce prix-là. Donc il y a un premier levier qui est à quel prix on peut vendre ce carbone-là issu de ces pratiques régénératives. Nous, on est contacté beaucoup par le maillon de Laval et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur ces coûts de production du carbone. Ce n'est pas juste le marché à décider que le carbone valait tant. Si ça ne va pas couvrir des coûts de pratique, aucun entrepreneur n'ira. Donc il y a un premier levier, c'est la juste rémunération du prix carbone. Le deuxième levier, c'est que quand on met en place des couverts végétaux, un peu de pratique d'agroforesterie qui reste à définir, on a la chance de ramener aussi de la biodiversité sur les exploitations. Depuis 2 ans avec Hectare, nous on travaille donc sur toute la chaîne de valeur, avec des agriculteurs, mais aussi avec des grands groupes. Les grands groupes sont en train d'aller très très vite sur la biodiversité pour une raison, c'est qu'au niveau européen, il y a une directive qui est passée à l'été dernier, qui s'appelle la directive CSRD, et que les grands groupes cotés, on a des grands groupes, et c'est tant mieux, qui vendent des fabuleuses marques de vins et de spiritueux, vont devoir rendre compte à leurs actionnaires, si ce sont des groupes cotés, d'un reporting, d'un rapport de leurs résultats financiers, mais aussi d'un reporting extra-financier qui va de plus en plus compter. Avec Hectare, on rencontre énormément de fonds d'investissement, et aujourd'hui, ces critères vont bouger sur le fléchage d'une finance verte qui va devoir compter ce qui ne comptait pas avant, en fait. Et aujourd'hui, on a des startups qui commencent à être matures sur le calcul de la biodiversité. Nous, on vient de finir ce qu'on appelle une analyse mondiale des innovations là-dessus. Mon équipe m'a donné les résultats vendredi, je leur ai demandé pour venir jusqu'ici. On a trouvé plus de 140 entreprises start-up en France qui savent monitorer la biodiversité. Donc on arrive à des sujets de maturité où je vais prendre un exemple, on arrive aujourd'hui à prendre des analyses de sol, de voir la vie microbiologique du sol et de la croiser avec des algorithmes de faune qui sont passés sur ces sols-là et à commencer à faire des corrélats. On a des marqueurs d'abeilles, il y a des capteurs sur des ruches, c'est pas très coûteux, qui vont être capables de compter les entrées-sorties d'une ruche pour voir la vitalité, si vos couverts ont ramené une activité mellifère sur vos exploitations. Donc, il va y avoir un moyen de quantifier ça. Donc, c'est un deuxième moyen, carbone plus biodiversité, d'avoir une valeur ajoutée dans sa chaîne de valeur. La conviction, c'est que vous le voyez, les coûts de transition ne peuvent pas reposer que sur les épaules des viticulteurs ou des agriculteurs. Et on a aussi une troisième démarche sur des cahiers des charges de Laval, donc des grandes marques de champagne, de cognac ou autres, qui se posent la question de mettre un cahier des charges qui comblerait ce surcoût carbone, biodiversité dans l'achat du prix du raisin lors de la collecte. Donc ces 3 démarches, carbone, biodiversité, ce qu'on appelle les démarches d'insetting, vont cohabiter pour passer ce surcoût économique. On en est au début. On a des grandes inéquités entre les bassins de production. Avoir cette discussion dans des bassins en crise, l'avoir dans des bassins qui vont bien,
c'est pas du tout le même sujet. De la même manière, passer quelques centimes dans des vins aux connotations de luxe ou dans des vins qui sont sur d'autres segments de prix, ce n'est pas la même chose. Donc il va falloir s'approprier ces leviers, ces outils et vraiment les travailler sur chacun des maillons de la chaîne de valeur pour arriver à couvrir ces coûts de production qui composent le carbone et la biodiversité. Le levier économique, donc il n'est pas complètement sec pour couvrir les pratiques. Techniquement, on en voit les bénéfices. Il y a un troisième verrou sur lequel on travaille le plus, j'allais dire chez Hectare, et que je n'avais pas vu quand j'ai créé cette association, c'est le levier social. 3 exemples. Le rapport, je le disais en souriant, je pense que je vais faire des groupes de parole sur l'herbe. Le rapport au propre et au sale. Est-ce que j'ai bien entretenu mon exploitation? Est-ce que ça donne dans des contextes familiaux de transmission? Il y a une pression sociale, à juste ou pas à juste titre, du changement de pratique, ou l'imaginaire de ce qu'est une vigne bien entretenue, pas entretenue, ce que c'est un couvert, ça existe encore. On a, nous, fait de l'interview de plus de 250 vignerons, et la plupart du temps, ils nous disent « Bah oui, j'étais un pionnier, les pratiques n'étaient pas habituelles, ça change encore, mais ça dépend de votre univers aussi social. » Deuxième sujet social, je pense que la plupart d'entre nous vont s'accorder à dire que trouver des salariés sur nos exploitations, qu'elles soient agricoles ou viticoles, devient un enjeu. On est très dépendant des travails saisonniers. Et donc, faire ces pratiques-là, c'est être des agronomes encore plus pointus sur des périodes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a un énorme besoin de transfert de savoir technique et de précision sur des salariés qui sont en plus de turnover sur nos exploitations. Donc, il faut aussi penser à comment... nous, c'est quelque chose qu'on accompagne. Il n'y a pas de savoir clé, il n'y a pas un homme clé. Il faut arriver à faire mieux ces transferts de compétences qui étaient souvent très oraux, en fait, dans les exploitations souvent familiales, et qu'on doit arriver à emmener sur des salariés de plus en plus polyvalents qui changeront. Je pense qu'il faut arriver à faire tourner nos exploitations avec beaucoup de turnover. C'est le sens de la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui est notre marque employeur? Comment on peut arriver à faire ces transferts qui sont et techniques et opérationnels plus facilement sur nos fermes? L'ETA, le recours à la délégation de travaux, est une tendance qui, dans toutes les filières, augmente très fortement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est faire gérer par des tiers certaines opérations et tâches. Et on voit bien qu'il y a des ETA sur certains cahiers des charges qui ne sont pas encore en maîtrise totale de ces nouvelles pratiques. Et donc, il y a une montée aussi en formation de ces entreprises de travaux agricoles pour accompagner une précision dans ces tâches de viticulture dites régénératives. C'est parfait, il me reste quelques minutes pour conclure, il y aura peut-être quelques questions. Le dernier point que je voulais aussi porter à votre attention, parce que c'est un peu un plaidoyer, je n'ai pas complètement coupé mes casquettes d'avant d'essayer de convaincre. Il y a un autre facilitateur, et j'ai commencé par ça, en disant quand vous êtes un entrepreneur ou viticulteur, vous avez tous un capital sol. Je crois que pour celles et ceux qui ont acheté un bien immobilier une fois dans leur vie, vous n'achetez pas une passoire thermique d'un appartement au même prix qu'un appartement qui a été rénové. Et je crois que dans les leviers de politique publique, arriver demain à donner à toute transaction de baux ou de cession de foncier un indicateur sur la qualité des sols et le fait qu'on en ait pris soin, on puisse valoriser comptablement notre actif, c'est aussi un moyen de remonter un peu le montant de nos exploitations, parce qu'on voit bien que si on n'a pas ce levier-là, sur des personnes qui sont à 5-6 ans de céder leur exploitation, la marge elle est très très haute, changer ses pratiques, changer de matériel, arriver à cette précision-là, c'est pas assez incitatif. Et je pense que ces dispositifs de capital sol, c'est des moyens qu'on peut arriver, en tout cas, ça existe dans tous les autres secteurs, pour donner une survaleur au capital foncier rémunéré sur des pratiques qui prennent soin d'un bien qui est quand même un bien qui aujourd'hui dans les enjeux que nous allons collectivement devoir affronter, changement climatique, adaptation des cépages à d'autres conditions de production, etc. On voit que toutes ces marges techniques nécessitent d'être rémunérées à leur juste valeur. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et donc ça correspond, ce thème-là, vraiment à ce qu'on fait, modéliser ces trajectoires, toujours sur des coûts de production. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences et voir où la tech peut faciliter ou pas la mise en place de ces pratiques-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 15 minutes. Je ne sais pas s'il y a le temps de prendre quelques questions. Il reste quelques minutes et je peux le faire avec plaisir. Il reste 2 minutes, donc au moins non ou... Audrey, j'ai une question. Je voudrais savoir, tu as parlé de valorisation du carbone et de la biodiversité. Si on te demandait de faire un exercice de prospective, aujourd'hui on sait que ces leviers-là ne sont pas valorisés. Dans quel espace de temps estimes-tu qu'ils le seront? Qu'est-ce qu'on peut
En fonction de tes connaissances et ton analyse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les années à venir? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette temps? On a fait la simulation, alors désolée, je sors du secteur viticole, mais on l'a fait sur les grandes cultures prioritairement, parce que quand je regarde la France, sur 26 millions d'hectares, il y a 13 millions qui sont concernés sur le secteur céréalier. Donc quand on parle de shift, de stockage carbone, on est allé un peu dans des modélisations fines. Aujourd'hui, je ne sais pas faire un hectare de sol céréalier stocke en moyenne 1 tonne. C'est assez facile de carbone selon l'état où il se situe. J'arrive pas à craquer le modèle en dessous de 100 € l'hectare, avec vraiment un tout petit parc matériel et un salarié qui est au minimum horaire. Et aujourd'hui, on rachète ce carbone-là entre 30 et 40 €. Donc tant qu'il n'y aura pas une surprime à la tonne du blé collecté qui couvrira ça, le chiffre ne se fera pas. Donc tout est prêt. Enfin, je veux dire, la mise en place des couverts végétaux, notamment dans des modèles céréaliers. Viticulture, je suis plus réservée dans le sens où selon où vous êtes sur des leviers d'agroforesterie, de couverture, il y a aussi des conditions d'implantation des viticultures, la viticulture dans des zones plus riveraines, plus serrées. Sur des exploitations céréalières, il y a la place pour faire ces pratiques-là et mettre en place ces infrastructures. Sauf que tant le marché, quand vous êtes sur un marché de commodité, qu'on fasse super bien avec le cours du blé, qu'on ait mis nos couverts végétaux ou pas, il ne le prend pas en compte. Donc c'est ces filières courtes. Nous, aujourd'hui, on le travaille avec quelques coopératives, souvent des coopératives qui vont jusqu'à la farine et à des marques consommateurs. Et on parle d'1 ou 2 centimes sur le kilo de farine pour passer les pratiques. Donc c'est vraiment la capacité d'accélération. Elle ne retiendra, et c'est un sujet d'actualité, on l'a vu dans les débats actuels, sur des cordées de chaînes de valeur qui font est-ce que chacun peut prendre un bout de cette transition et le répartir justement. Faire peser tout ça sur le poids des épaules d'un agriculteur céréalier, ça ne passera pas. Et donc, c'est vraiment quelle est l'acceptabilité sur une bouteille de vin selon les appellations de réimpacter ces euros coûts, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment le débat de fond. Il est que à la fois économique, sans oublier ce que j'ai dit, de la technicité en champ, des fenêtres qui se raccourcissent, des compétences et des agendas à revoir. Donc, c'est là où on est tous engagés aussi. Je pense qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui une belle vitrine de ce que peut être la viticulture française. À quel prix on a encore envie de soutenir aussi l'intégralité de notre alimentation. Ça boucle avec l'actualité en ce moment. Je pense qu'on est tous convaincus et qu'on est à la fois aussi consommateurs de temps en temps et qu'on l'a vu sur des tranches bio ou autres. Quelquefois, les consommateurs n'ont pas suivi. Donc, il faut aussi que chacun d'entre nous s'engage en tant que citoyen, consommateur, sur ces justes valorisations. C'est bon ? J'ai tenu le timing ? On a tenu un 0,1, ça va. Parfait. Merci beaucoup, Audrey.